Invité ce matin, Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National. Question directe après les attentats de Berlin. Est-ce que vous jugez Angela Merkel responsable en tant que chancelière de l'attentat commis à Berlin? Responsable d'une politique qui a conduit à cet attentat et à d'autres. Je rappelle qu'à Paris, les terroristes étaient aussi des gens passés par la filière... Pas tous. Pas tous, non, mais loin d'être... par les Balkans. Et j'ai écouté hier l'ancien Premier ministre que vous aviez sur le plateau, Dominique de Villepin, qui reconnaît que Mme Merkel a été légère et a laissé les frontières ouvertes de l'Allemagne d'une manière un peu légère. Mais j'ai vu l'extrême droite allemande aller jusqu'à dire les morts de Merkel. Vous diriez la même chose? Non, parce que je pense qu'il faut quand même raison garder dans ces affaires-là, mais elle a une responsabilité dans la situation, comme les gouvernements français ont une responsabilité dans nos propres attentats. Madame Merkel a décidé, contre toute attente et contre tout dialogue avec les autres pays européens, de laisser ses frontières ouvertes. Et dans ce flux de réfugiés, et M. Valls l'a reconnu lui-même, il y a aussi des terroristes infiltrés, et nous en avons malheureusement aujourd'hui les conséquences. Est-ce qu'on peut faire systématiquement le lien entre migrants, réfugiés et terrorisme? Non, on ne peut pas dire que tous les migrants sont des terroristes, mais il est évident que... Il y en aurait beaucoup, remarquez. Mais il est évident que dans ces migrants, les 3/4 des terroristes étaient passés par les filières de migrants. Comme il y a aussi des terroristes qui sont nés en France, qui ont vécu en France et qui ont été nourris par la République française. D'accord, sauf qu'un gouvernement, le premier principe, c'est un principe de précaution. Et la précaution, c'est d'abord de protéger ses ressortissants, de rétablir les frontières pour contrôler ce qui s'y passe. Vous avez vu ce qu'a déclaré le conseiller à la sécurité de Donald Trump: l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie politique. Ben, il a un peu raison. Il a raison. L'islam est une idéologie politique. L'idéologie est à la fois religion et système civil et politique. Et la grande difficulté d'ailleurs pour beaucoup, c'est de faire la part des choses entre ce qui relève du temporel et ce qui relève du spirituel. Donc il a un peu raison, c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut éradiquer sur nos territoires l'ensemble des discours qui poussent précisément à la haine, à la violence. Regardez, j'écoutais ce matin votre chaîne, on nous dit la mosquée radicale bien connue que l'on appelait à Berlin la mosquée de Daesh. Mais si on l'appelait la mosquée de Daesh, pourquoi ne pas la fermer? Et des mosquées telles que celle-là, en France, vous en avez. Elles sont sous surveillance. Nous demandons... Elles sont très surveillées. Nous demandons de les fermer. Voilà. L'idéologie des frères musulmans... Comment vous les contrôlez d'ailleurs, ces mosquées? Vous, par exemple, à Perpignan, vous avez plusieurs mosquées à Perpignan. Oui, il n'y a pas ce genre de mosquées. Bien que... Elles sont contrôlées, les mosquées à Perpignan? Oui, je suppose que les pouvoirs publics font leur travail, mais on me le dit pas personnellement. Non, mais vous y intéressez, vous savez. Mais par exemple, à Perpignan, vous avez plusieurs mosquées, dont certaines ont des imams payés par des pays étrangers. La Turquie, l'Algérie. Il faut que la France paie des imams. Le Maroc, non. Forme. Il faut que les gens qui interviennent dans ces mosquées aient des discours qui soient contrôlés, des discours en français, et que la moindre alerte sur des discours radicaux, les personnes soient soit expulsées lorsqu'elles ne sont pas françaises, soit poursuivies lorsqu'elles le sont. Qui doit les payer, les fidèles? Ben oui, c'est un culte, les fidèles doivent payer les imams, mais surtout pourquoi est-ce que la République française ne les formerait pas, ces imams? Pourquoi pas? Elle le fait déjà en partie. Oui, elle le fait en partie. Elle le fait en partie mais parce que c'est une religion où ce n'est pas facile de former un clergé, il n'y a pas de clergé. Voilà. Donc il faut s'appuyer sur des gens raisonnables. D'ailleurs, je vais vous dire, l'islam de France que tout le monde a cherché à faire, il n'a jamais été fait parce qu'il y a une impossibilité précisément de former un certain nombre de gens compétents. Et si on avait voulu réellement installer, j'allais dire, un islam de France, eh bien moi, en tout cas c'est ma théorie, on aurait fait confiance à nos anciens combattants, qui, je le rappelle, notamment les harkis, sont des Français, par le sang versé. Anciens combattants musulmans. Par le sang versé, musulmans de religion, dont on connaît l'attachement indéfectible à la France et à qui on aurait dû confier précisément la gestion du culte musulman plutôt qu'à leurs bourreaux, car souvent, malheureusement, c'est à leurs bourreaux qu'on a donné la gestion du culte musulman. Bien, on va revenir sur la situation internationale, mais je vais passer par la Russie. Le Front National a-t-il demandé en février dernier à une banque russe un prêt de 30 millions de dollars, qui correspond à peu près 28 millions d'euros? C'est vrai ou non? Non. Nous cherchons... Aucune demande de prêt? Aucune demande. Si, aux banques françaises. Oui. Nous avons demandé sur le marché français, aucune banque ne répond, et à un certain nombre de pays autres en Europe et ailleurs, mais aux États-Unis aussi. Le fameux sénateur américain qui a dénoncé... Républicain. Qui a dénoncé, d'abord,
je remarque que les mêmes critiquent M. Trump en disant qu'il a été lui aussi influencé par la Russie dans son élection. Les mêmes ne disent rien sur Mme Clinton qui a touché entre 1 et 5 millions de dollars par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et cet Américain vient nous dire à nous Français, regardez, attention, il y a un parti qui a demandé de l'argent à l'étranger. Mais moi, ce sénateur, je lui pose la question, si vous voulez nous prêter 20 millions, nous les prenons, monsieur le sénateur, il n'y a aucun souci. Voilà. Trouvez-nous une banque américaine, puisque les Français ne veulent pas prêter, et nous emprunterons les 20 millions d'euros aux Américains, il n'y a pas de souci. Vous pourriez faire une demande de prêt à une banque russe, ça ne vous choquerait pas. Mais nous pourrions, mais pas que russes, aux Israéliens, aux Iraniens, à qui vous voulez. Et là, vous avez demandé aux Israéliens, aux Russes, vous demandez à tout le monde, quoi. Exactement. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de 28 millions d'euros? Parce que Marine Le Pen peut-être sera au second tour de la présidentielle. C'est pas que pour la présidentielle, Monsieur Bourdin. Il y a les élections législatives derrière et il faut financer les campagnes des 577 candidats. Et là, c'est quand même une autre paire de manches. La présidentielle, c'est une chose, les législatives, ça n'est une autre. 22 millions et demi d'euros, vous toucheriez. Oui, d'accord, mais il y a une formidable discrimination en France, une formidable inégalité devant l'élection. Il y a les grands partis qui ont accès au crédit, qui ont les subventions publiques qui sont énormes, et puis vous avez des partis pourtant très représentatifs qui, eux, rament, auxquels les banques coupent les crédits, et nous sommes dans cette situation assez délicate, il faut le dire, et nous faisons appel à nos adhérents, et nous continuons à chercher de l'argent sur tous les marchés, y compris les marchés internationaux. Mais j'ai une idée, moi. Jean-Marie Le Pen. Ah oui, d'accord. Mais quoi? Oui, mais justement, il prêtera à la campagne, hein. Car ce n'est pas son argent. Est-ce que vous allez vous tourner vers Jean-Marie Le Pen? Mais ce n'est pas son argent, moi je ne me tourne pas vers Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen gère un micro-parti qui représente les prêts des militants politiques du Front National. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent, c'est celui des militants du Front National. Et il devra le prêter parce que précisément, ce sont les militants du Front National qui financent notre liberté de faire de la politique. Oui. Louis Alliot, est-ce que Marine Le Pen, si elle est élue présidente de la République, reconnaîtra la Crimée comme faisant partie du territoire russe? Écoutez, n'en sais rien. Ça, c'est ce qu'a dit encore le. Non, mais je vous pose la question. Bien. Je pense qu'il faut rétablir, en revanche, comme M. Trump va le faire, des relations apaisées avec la Russie, que dans l'avenir, ces deux pays compteront encore plus sur l'équilibre du monde et que malheureusement la France, dans cet équilibre, eh bien, elle est absente parce que M. Hollande, après M. Sarkozy et avec notre ministre des Affaires étrangères qui est absolument absent de tout aujourd'hui, eh bien, n'a plus la main sur les questions internationales. Il faut revenir sur les discussions à l'ONU et sur tous les conflits. La France a son mot à dire. Vladimir Poutine, qui veut renforcer la force de frappe nucléaire, vous avez vu ça, hein, la force de frappe nucléaire russe pour faire face à ce fameux bouclier de l'OTAN voulu par les Américains en Roumanie et en Pologne pour faire face à une éventuelle attaque nucléaire venue de l'Iran. Trump qui a répondu hier soir en disant « Nous aussi, nous allons renforcer cette force nucléaire », ça vous inquiète? Mais les Français aussi ont répondu, puisque j'ai vu que le général en chef de nos armées, en quelque sorte, a dit qu'il fallait maintenir la filière évidemment nucléaire de dissuasion nucléaire. Ça, vous êtes d'accord? Bien sûr, et porter l'effort de la défense à 2% du PIB. Il faut renforcer la. Écoutez, nous sommes dans un monde qui n'a jamais été aussi dangereux. Il est quand même curieux qu'à ce moment-là, nous réduisions nos efforts militaires. Il faudra faire un effort budgétaire supplémentaire pour maintenir la défense nationale à un très haut niveau. Marine Le Pen élue, est-ce que la France quitte l'OTAN? La France, je pense, devra quitter le commandement intégré de l'OTAN. Le commandement intégré. Je pense que l'OTAN a été fait pour des raisons très précises de rideau de fer à l'époque. Aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Et très honnêtement, si les Américains sont nos alliés, nous ne sommes pas obligés systématiquement d'intervenir à leur côté et à notre détriment sur tous les théâtres d'opération, en Afghanistan, en Irak ou ailleurs. Louis Alliot, Marine Le Pen élue présidente de la République, est-ce qu'un référendum est très vite organisé sur l'appartenance de la France à l'Union européenne? Des négociations sont très vite organisées. Des négociations? D'abord. Avec les partenaires? Avant d'organiser un référendum? Bien sûr. C'est-à-dire négociation pour dire quoi? Pour changer l'Europe. Pour changer l'Europe. Oui, mais si l'Europe ne change pas, l'Europe ne va pas changer du jour au lendemain. Si, elle est obligée, sinon elle ira dans un mur. Elle est en faillite aujourd'hui. Donc référendum 6 mois après, quoi. Les négociations conduiront très certainement à une nouvelle constitution, j'allais dire, d'une autre Europe. Je ne parle pas de constitution juridique. Vous n'êtes pas seul à le vouloir. Si Marine Le Pen ne sera pas seule à le vouloir. D'accord, mais si la France, deuxième pays de l'Union, décide de changer les règles, eh bien, je peux vous dire que l'ensemble des autres pays n'auront
finalement pas le choix que de venir aux tables des négociations. Donc pas de sortie systématique de l'Union européenne. Négociations, et à l'issue des négociations, soit référendum d'ailleurs pour une autre Europe. C'est exactement le cas du général de Gaulle. Oui, mais est-ce qu'il pourrait y avoir référendum sur une sortie de la France de l'Union européenne? Si les négociations échouent, que les partenaires n'acceptent pas un schéma d'Europe confédérale qui respecte à la fois les identités L'Europe confédérale. Oui. Les identités et les souverainetés des États, c'est-à-dire notre liberté de décider, liberté monétaire, liberté juridique, et bien à ce moment-là, les Français devront choisir. Est-ce qu'ils veulent rester sous la domination d'une Europe supranationale, ou est-ce qu'ils veulent reprendre leur liberté, tout simplement? Et si le référendum dit non à Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va? Le référendum ne dira pas non. Vous pensez que les Français aujourd'hui, à un référendum sur l'Europe, voteraient on veut quitter l'Europe? Écoutez, au regard de l'ensemble de la déréglementation folle de l'Europe, au regard des normes de plus en plus accablantes, au regard des déficits, des dégâts de l'euro, mais c'est pas seul. Je vous dis que d'autres pays viendraient justement coopérer avec nous. Et d'ailleurs, regardez, l'Angleterre a montré l'exemple. Et j'écoutais encore ce matin. Je trouve que le Brexit finalement n'a pas été une catastrophe, alors que tout le monde nous disait que ça allait être une catastrophe. Louis Alliot, je voudrais revenir sur un mot, sur quelques mots prononcés par Marine Le Pen, parce que j'ai envie d'avoir quelques précisions. Si je suis élu président de la République, je reviendrai sur la scolarité gratuite pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Voilà ce qu'elle a dit. Comment est-ce possible? Non mais Monsieur Bourdin, imaginez qu'il y ait 200 000 ou 300 000 enfants de familles irrégulières. Vous les mettez où? Non, irrégulières, je parle. Oui, irrégulières. Irrégulières, de clandestins. Donc. Oui, irrégulières. Mais dans tous les pays du monde, les scolarités est payante pour les étrangers qui viennent sur le territoire. Et là, c'est en plus une filière d'immigration illégale, parce que les enfants de clandestins, une fois qu'ils sont à l'école, leurs parents deviennent inexpulsables. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes obligé, et c'est bien normal, d'accueillir les enfants, mais vous êtes aussi obligé de pallier, si je puis, aux besoins de la famille, santé, consommation diverses, etc., etc. Donc, ça veut dire, c'est vraiment un cas précis de non-sens absolu, et il faut remettre de l'ordre. Mais remettre de l'ordre, ça veut dire que les enfants, c'est-à-dire qu'une famille de réfugiés arrive en France, les enfants ne seront pas scolarisés. Les enfants qui sont aujourd'hui scolarisés, ceux-là, on ne revient pas sur la situation en arrière. Mais c'est un signal que nous envoyons à tous les autres. Si vous venez en France à partir d'une date très précise, sachez que la scolarité de vos enfants sera payante. Ne pas dire ceux qui viennent par le droit d'asile, légal, etc. Ça veut dire les clandestins qui viennent ici en sachant qu'ils violent la loi. C'est-à-dire que tous les demandeurs d'asile, tous les réfugiés, eux, auront droit à cette scolarité gratuite. Les gens qui sont rentrés dans des conditions légales et qui ont été acceptés par les tribunaux français et les pouvoirs publics français. Les autres, eh bien, ils se mettent en violation de la loi. Eh bien, ils n'auront pas droit, d'ailleurs, ni à la scolarité, ni à d'autres aides, notamment l'AME. Louis Alliot, si Marine Le Pen est battue au printemps, ça peut arriver, hein, que fera-t-elle? On continue. Pourquoi? Elle continuera? Mais pourquoi vous voulez ne pas Non, parce que je vous ai entendu dire, si il n'y a plus de Marine, il n'y a plus de parti. Ah, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'elle continuera? Elle continuera? Elle ne se retirera pas de la vie politique. Écoutez, non, parce qu'on entend ça de tous les côtés. À l'âge qu'elle a, j'espère bien qu'elle continuera. Oui. Je veux dire, ce n'est pas non plus le combat, c'est un combat pour des idées, pour des valeurs. Ce n'est pas un combat pour soi. Donc, évidemment, je pense qu'elle continuera. Quand je dis ça, c'est parce que moi, si je me suis engagé politique, c'était avant, parce que c'était Jean-Marie Le Pen, et aujourd'hui parce que c'est Marine, et je ne vois personne d'autre que Marine pour porter nos idées. Pourtant, il y a des prétendants. Hein, oui, mais vous savez, moi, Louis Alliot, vous savez, je les vois venir, moi, les prétendants. Je vais vous dire, aussi d'ailleurs. Vous savez, moi j'ai fait du rugby, je suis du Sud-Ouest. Moi je suis fidèle au PAC, vous savez, d'avant, à la solidarité du PAC. Ce PAC, quand il est soudé, il avance et il peut faire beaucoup de choses. En revanche, quand il est divisé, vous pouvez très vite perdre pied. Eh bien moi je pense que voilà, je suis pour un sport d'équipe, je suis dans une équipe, nous avons un leader et je ne compte pas contester à quoi que ce soit de ce leader-là parce que c'est trop important. C'est lui qui décide. Le leader, c'est lui qui décide. Nous sommes dans la Ve République. Donc, il y a un chef, c'est lui qui décide. Donc pas de primaire d'ailleurs
Au Front National, non? Non, pas de primaires. Les primaires, c'est la division. C'est Gilbert Collard qui est favorable aux primaires. La primaire, c'est la fragmentation de la vie politique. D'ailleurs, Monsieur Fillon est en train de voir les délices de la primaire, c'est-à-dire que vous êtes là élu tout d'un coup par, soi-disant, vos pairs et les adhérents d'un parti ou autre, et aujourd'hui, il est obligé de faire des concessions en permanence sur l'ensemble des protagonistes de l'élection, et même manger son chapeau sur beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, je pense qu'on verra la suite s'il ne va pas revenir sur l'ensemble des promesses qu'il a fait pendant la primaire. C'est vrai? Vous croyez? Oui, je crois, oui. Vous dites que c'est le meilleur candidat pour Marine Le Pen, le meilleur adversaire. Mais justement pour ça, parce qu'il va renoncer à tout, précisément. Parce qu'il ne peut pas. Quand vous êtes un élu de la primaire, vous êtes les mains liées par votre parti et par les influences qui s'exercent au sein du parti. Regardez, il est obligé de composer avec tout le monde, y compris avec Juppé. Vous avez aujourd'hui, je l'ai regardé l'autre jour avec vous, monsieur Apparu, qui défendait une ligne, on va dire, blanche lorsqu'il était avec monsieur Juppé et qui défend l'inverse lorsqu'il était avec monsieur Fillon. Où est la crédibilité? Où sont les crédibilités d'une telle élection primaire? Il n'y en a pas. C'est contraire aux institutions, contraire à l'esprit de la cinquième. Il est possible aussi que François Fillon garde ses choix et ses réformes. Enfin, vous les connaissez, ces réformes? Oui, je ne pense pas, parce que entre la sécurité sociale et les 500 000 fonctionnaires en moins, les Français y sont farouchement opposés. On ne peut pas à la fois, on a vécu une vague de terrorisme, demander des policiers, des juges, des places de prison. Ça fait des fonctionnaires. Et puis, dans le même temps, dire il nous faut 500 000 fonctionnaires en moins. Ce n'est pas vrai. Voilà le défenseur de la fonction publique. Non, on peut faire des économies sur la fonction publique territoriale. Là où, il faut dire, les socialistes, pendant des années, ont engrangé des emplois. Mais c'est pas l'État qui décide dans les territoires. Si, parce que là, pour le coup, il y a quand même matière à faire une autre loi sur la décentralisation pour essayer de remettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, le millefeuille... 44% des fonctionnaires sont des fonctionnaires d'État. Oui. Seulement 44%. Ça prouve que les autres et les collectivités territoriales ont beaucoup abusé avec l'argent public. Donc, vous, c'est la retraite à 60 ans, je le rappelle. Non, c'est les 40 annuités de retraite. 40 annuités. Et possibilité de prendre sa retraite pleine à 60 ans. Hein. Au prorata de ceux que vous avez cotisés. Bon, mais j'en reviens à Marine Le Pen. Donc, elle continuera à la tête du Front National. Du Front National, toujours le même parti. Écoutez, nous verrons bien la suite. Oui, nous verrons bien si elle est battue. Non, je dis ça parce que je vois les prétendances avancer. Tiens, Marion Maréchal Le Pen, d'ailleurs, qui, à propos de l'IVG et de son remboursement, maintient sa position. Hein. Elle l'a encore dit avant-hier. Elle maintient sa position, qui n'est pas celle de Marine Le Pen. Oui, mais c'est sa position personnelle. Voilà. Oui. Moi, ce que je regarde, c'est la position de Marine et c'est celle que je défends. Mais vous savez, Marion, elle est aussi opposée à la peine de mort. J'y suis plutôt favorable. Donc, elle défend certains principes qu'elle juge, j'allais dire, pour elle, très importants. Moi, je m'en tiens à la ligne du mouvement politique. Ce sont des discussions. On est libre. On n'est pas une secte non plus. On n'est pas un parti totalitaire. Voilà. Je pense que les discussions sont saines. Vous voyez bien qu'il y a des dissensions fortes entre Florian Philippot. Pas fort. Non. Voilà, il y a des frictions. Voilà, il y a des frictions. Il y a des frictions. Vous n'allez pas me faire les mêmes discours que tous les politiciens ou autres que je respecte, mais que je reçois tous les matins. Les frictions, si vous voulez, sont importantes quand elles Il y a des divergences profondes entre Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen sur les lignes. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, il n'y a qu'une ligne qui est ultra majoritaire, c'est celle de Marine. Donc moi, je me préoccupe pas de savoir. C'est pas ce que dit Marion Maréchal Le Pen. Elle dit moi, je suis loin d'être seul. Oui, mais ça, c'est le Congrès. Elle est arrivée première, moi je suis arrivé second, je pourrais dire la même chose, mais c'est pas la question. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la présidente du Front National, candidate à la présidentielle, qui défend un programme. Le reste, j'allais vous dire, n'est que littérature. Bon, j'ai une dernière question à vous poser. Parce que Donald Trump, vous parlez souvent de Donald Trump, élu aux États-Unis, il était favorable à la torture, dans certains cas. Vous êtes favorable dans certains cas? Non, je crois qu'on a dépassé. On a dépassé ce stade. Mais il l'a dit, lui. Oui, mais il a dit beaucoup de choses. Oui, mais il a dit beaucoup de choses. D'ailleurs, oui, mais encore une fois, M. Trump, il dit ça aux États-Unis, avec quand même l'histoire de M. Obama, qui n'a pas fermé le fameux camp. Vous l'auriez fermé, Guantanamo. Je ne sais pas, ils ont une situation un peu particulière après les attentats de 2011, mais je pense qu'en ces matières-là, il faut là aussi savoir raison garder. Mais M. Trump est président de son pays et il s'occupera de ses affaires. Moi, je ne mets pas le nez dans les affaires des États-Unis. Bien, merci Louis Alliot, 8h55, RMC, BFM TV.